Bonsoir à tous, belle soirée de dimanche et bienvenue dans l'émission Fait de la télé 3.0. Toujours un plaisir de vous retrouver à cette heure-ci sur la première avec cette belle équipe, Luc, Armel et Samuel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et au sommaire de cette émission, on va parler de cette nouvelle attaque terroriste au nord du Togo, des morts et des blessés annoncés. La sécurité routière, on va en parler, la conduite en état d'ivresse, quelles conséquences? Et puis un tour dans l'univers du cinéma avec Steven Haff, réalisateur. Avec lui, nous allons parler de son long métrage Coup de grâce, une fiction politique dont la date de sortie est enfin connue. Et puis l'état du football togolais, qu'est-ce qui est fait pour professionnaliser le secteur, la participation des différentes formations aux compétitions continentales. Pour en parler, nous recevons sur le fauteuil rouge de votre émission le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Monsieur Hervé Agoda, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous installer, monsieur Hervé. Merci beaucoup. Et voilà, tout le monde est là. Merci aussi à vous d'être là avec nous. En fait, la télé 3.0 commence maintenant. Eh bien voilà, on démarre cette belle émission naturellement avec Luc Assis. Bonsoir Luc. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va. Le week-end. Raconte-nous un peu, voilà, ton week-end. Oh, ça s'est bien passé dans l'ensemble, malgré la mauvaise nouvelle qu'on a eue en cours de semaine. On rend grâce. Très bien. On a le souffle de vie, c'est l'essentiel. Très bien. Armel? La semaine a commencé avec coup de massue. Tout le monde le sait, les prises. Écoute, t'en laissant tousser ma tête. C'est quand même ça. Ouais, ok. Avec la nouvelle, d'abord l'augmentation des prix, une deuxième augmentation des prix du carburant. C'est terrible. On ne peut pas ne pas en parler. Et puis, bon, la triste nouvelle... C'est justement pourquoi nous tous on est arrivés à vélo. À vélo. On est arrivé à vélo. J'aurais souhaité qu'on montre les images actuellement. On a dû venir à vélo et en trottinette. Donc, c'est grave. Mais bon, sinon, ça va. Avec la triste nouvelle qui du nord du Togo, où on a perdu 8 vaillants militaires. C'est vraiment triste. Vraiment, le choc est violent. Ça nous montre la réalité du danger des dangers qui sont à nos portes. Voilà, très bien. Samuel? Oui, Magla, bonsoir. Ça va? Oui, très heureux de vous retrouver d'ailleurs. Et je notifie juste que moi, je suis venu à pied, pas à vélo. Et à moi d'ajouter, comme d'habitude. Non, même pas. Allez, très bien. Voilà, donc, excellente soirée de dimanche. Et c'est dans la grâce du Seigneur, puisque nous étions tous ce matin à l'église, comme d'habitude. Et que cette grâce du Seigneur vous atteigne depuis la maison. Amen. Amen. La prochaine fois, tu nous diras avec des images. Non, il n'y a pas de souci. Okay. D'accord. Merci. Et ce soir, eh bien, nous avons l'honneur de recevoir sur le fauteuil rouge M. Hervé Agboudan, secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Et ravi de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir à partager. On parlait football. Bon, en tout cas, c'est votre matière, donc. Très bien. Mais avant, on va d'abord évoquer cette triste nouvelle. C'est donc survenu dans la semaine, cette attaque terroriste au nord du Togo, plus précisément dans l'Afrique de Pénial. Luc, des morts dans les rangs de nos forces de défense et beaucoup de blessés, on va dire. Oui. Actuellement, on a dénombré, ou du moins c'est le communiqué du
du gouvernement dénombre 8 morts et beaucoup de blessés. Prompt rétablissement justement à ces blessés. On est de tout cœur avec ces familles qui ont perdu leur fils. Parce que c'est une triste nouvelle. Souvent, on entend dans les autres pays qu'il y a eu 10 morts, 5 morts et autres, mais aujourd'hui, la menace est à nos portes. Je crois que nous devons redoubler de vigilance. C'est vrai, ce sont les militaires qui sont au front, mais nous, citoyens, nous devons aussi les aider, nous devons contribuer aux moindres nouvelles, appeler, informer, pour qu'ils puissent faire leur job, comme on dit. Armel? Oui, comme je le disais tantôt, c'est une triste nouvelle, mais ça doit juste nous interpeller face à la menace qui est là. Oui. C'est une menace, je dirais, mondiale ou bien globale. Donc, comme l'a dit aussi Luc, c'est un travail commun qui doit être fait. Si vous trouvez qu'il y a des attitudes suspectes ou bien des personnes suspectes dans le quartier, ainsi de suite, c'est le lieu de rappeler, bien de les signaler automatiquement, parce que nous sommes tous... Aujourd'hui, ils ont attaqué les militaires. Demain, ça peut être kamikaze, peut-être en plein jour de marché, ainsi de suite. Donc, on doit vraiment être vigilant et se dire que vraiment, on est en train de rentrer dans un autre monde où vraiment le problème sécuritaire se pose. Donc, encore une fois, condoléances aux familles des 8 militaires décédés. Et on espère que, ce qui est sûr, le gouvernement est en train de prendre ses dispositions pour pallier à ce genre d'événements. Aujourd'hui, ils arrivent facilement à s'intégrer, à s'infiltrer au sein de la population. Je pense que c'est parce qu'ils prennent comment est-ce que je vais le dire, l'apparence, exactement, merci, l'apparence du citoyen lambda. Ouais. Donc c'est difficile ils viennent plus en boubou, même pas. Avec de longues barbes. Exactement, donc c'est difficile de les repérer. Le militaire qui est en faction ne sait pas s'il fait face à vraiment un djihadiste ou un civil, parce qu'il doit être vraiment sûr avant de poser un quelconque acte. Et puis de deux, il y a aussi, il crée des cellules de recrutement des locaux. Ce n'est pas par exemple des Maliens qui vont arriver, qui vont parler peut-être un autre dialecte qui va les interpeller, mais il y a des cellules de recrutement des locaux de la région là qui on peut le dire, ciblés. On leur fait un petit lavage de cerveau et puis bon, on les lance dans le bain. Et justement, dans ce sens, le gouvernement a beaucoup à faire aussi, surtout dans cette région. Hein. Oui, je crois que le gouvernement est en train de maximiser les efforts. En termes de sécurité, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Le gouvernement est en train de maximiser les efforts. Je crois que le mois dernier, pas plus tard que le mois dernier, le gouvernement, le Conseil des ministres a été délocalisé dans le milieu justement. Et avant le Conseil des ministres, le chef de l'État a échangé avec les forces vives de la localité par rapport justement à cette situation sécuritaire. Et n'oubliez pas, les forces armées togolaises ont été renforcées en matériel. Il y a eu des formations pour leur permettre de vraiment faire face à ces situations-là. Et l'attaque est survenue à quelle heure? L'attaque est survenue entre 2h ou 3h du matin. Et vous savez qu'à ces heures-là, c'est un peu compliqué. Et quand vous voyez les zones du Sahel ou les zones des savanes, c'est un peu compliqué pour les militaires d'intervenir parce que l'appui aérien est compliqué. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt où ils peuvent être en hauteur et superviser, mais tout se passe au sol. Il faut vraiment un appui aérien pour vraiment voir ce qui se passe, ou un appui de drone ou de satellite pour vraiment voir ce qui se passe dans ces zones-là et intervenir rapidement. Et ce sont des coups qui se préparent. Quand vous avez des assaillants qui arrivent à moto et se positionnent d'une manière disparate, qui tirent sur des gens groupés, puisque les militaires sont dans leur base très groupés et les assaillants se positionnent d'une manière disparate. Et là, c'est très compliqué d'intervenir. Voilà, et ce n'est pas du tout aisé. Je crois que les moyens vont être... Les moyens vont d'ailleurs amener le gouvernement à redoubler le cordon sécuritaire là-bas. Il y a l'opération Koundouaré qui a été mise en place et tout. Ça a permis de sécuriser la zone pour un temps. Je crois que s'il n'y avait pas cette opération Koundouaré, ça aurait été pire. Ça a permis de repousser les forces et c'est ce qui a poussé ces djihadistes d'ailleurs à se renforcer, à prendre du temps pour se préparer et revenir sous une autre stratégie d'opération. Et je crois qu'avec ce qui s'est passé, les militaires aussi vont analyser la situation et savoir comment les contrecarrer dorénavant. Très bien. Monsieur Hervé, vous suivez aussi l'actualité. Vous avez eu cette
triste information. Et voilà, quels sont vos sentiments? Disons que c'est une triste nouvelle parce que, comme vous l'avez dit, la nuit, on ne s'attendait pas trop à ce déluge de feu. Donc disons que... Mais les forces de l'ordre, comme vous l'avez dit, et de défense sont bien tenues, même s'il y a eu des morts dans leur rang. Et ces morts ont compati avec les blessés. On leur souhaite prompt rétablissement. Mais comme ça a été dit aussi, il faut redoubler de vigilance. Et chacun de nous doit devenir en miniature un agent de sécurité, pour soi-même et pour les autres, et travailler à ce que les comportements suspects soient dénoncés et faire en sorte que notre milieu soit assaini. Ça va être difficile avec cette vague-là, mais je pense avec l'effort de tout le monde et surtout avec l'effort de l'État et des forces de l'ordre, ça nous permettrait aussi de vivre sereinement et ne pas connaître la situation que connaissent nos voisins du Sahel. Tout à fait. Ainsi. Très bien. Merci. Encore une fois, toutes nos condoléances aux familles des disparus et bon rétablissement donc, aux blessés. Voilà, sans transition, on va parler de la sécurité routière. Conduire en état d'ivresse, quelles conséquences pour soi-même et pour les autres usagers de la route? D'abord, on suit cet élément, c'est signé Samuel et on en parle derrière. Au Togo, la plupart des accidents de la route sont causés par l'excès de vitesse, mais aussi la conduite en état d'ébriété. L'alcool constitue clairement un danger pour les conducteurs des engins et les usagers de la route. Selon le rapport des accidents de l'année dernière présenté par le gouvernement, les chiffres sont en hausse. Plus de 600 personnes ont péri dans des accidents de la route en 2021. Un chiffre en augmentation par rapport aux 556 morts dénombrés en 2020. De ces causes, la plus récurrente est celle de la conduite en état d'ivresse. Malgré les sensibilisations, les mêmes comportements subsistent. Quelle stratégie ou que faire exactement? Je voulais suivre Magloire et ses chroniqueurs au plateau. Luc? Oui. Apparemment, après, on voit plus clair. Bon, allez. En bon africain, on se dit, mais vous savez, les gars, c'est après 2 ou 3 bouteilles que je conduis bien. Mais c'est souvent triste le lundi matin quand vous partez un peu tôt à 6 h ou à 5 h du matin de voir de ces voitures qui ont fait des tonneaux ou de ces motos ou des casses. Ou qui ont arrangé les poteaux électriques. Voilà. Et ça me touche beaucoup, les motos électriques. Quand on les arrache, on ne prend même pas la peine de remplacer. 2 ou 3 jours après, vous allez voir que sur toute la ligne, il n'y aura pas de lumière et ça risque de causer encore d'autres cas d'accident. C'est un peu triste. Moi, je préfère, si tu sens que tu es saoul, appeler carrément un ami qui vient vous chercher. C'est aussi simple. Ou vous savez que l'endroit où vous allez, ou la soirée que vous voulez vous offrir, c'est une soirée qui va vous conduire à dépasser les bornes un tout petit peu. Là, carrément, vous venez avec quelqu'un qui n'est pas censé boire, vous faites votre fête et à la fin, la personne vous ramène chez vous au calme. Ou carrément, vous louez un taxi ou vous louez un Z-Man qui vous amène à la fin de votre soirée, vous retournez dans votre taxi ou vous appelez un taxi et puis c'est fini. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui font les transports, qui nous aident pour les transports. C'est aussi simple, vous laissez votre engin à la maison, vous venez et à la fin, vous appelez un service qui vient et qui vous permet de rentrer chez vous grâce à votre système de localisation et puis c'est bon. Est-ce qu'on se rend déjà compte de son état? Quelqu'un qui a... Non, mais il y a des gens qui sont conscients, qui sont conscients, qui sont saouls, qui ne peuvent pas rouler. Parce que le truc, c'est quoi? Quand vous êtes saoul, d'abord, vous ne contrôlez plus les vitesses. Vous roulez ou vous filez plus. Vous confondez même les pédales. Voilà, vous filez plus que la normale. Et au moindre geste brusque, tout part en vrille. Tout part en vrille. Et il y a aussi les amis qui doivent souvent aider. Vous constatez que la personne qui est venue chez vous est en état d'ébriété, ne le laissez pas conduire. Ne le laissez pas conduire. Trouvez-lui une place là-bas où il peut dormir, peut-être 2 heures, 3 heures de temps après, s'il se reprend, il peut reprendre la route. Mais dans le cas échéant, les gens, arrêtez-le, quoi. Laissez-le dormir là-bas jusqu'au petit matin, il rentre. C'est encore mieux
que de le laisser partir et perdre sa vie ou faire perdre la vie à un innocent. Ouais. Armel, le sujet te fait sourire. Oui, ça me fait sourire. Des anecdotes peut-être à partager avec nous. Oui, bon. Je ne sais pas si je suis autorisé à en parler, mais bon. Vas-y. J'espère que tu n'as pas été dans le cas. Non. De toute façon, c'est une question de responsabilité et puis de prise de conscience. Quand tu sais que 2 bouteilles, c'est ta limite, après 2 bouteilles, bon, c'est bon. Même s'il y a souvent, tu vois, les amis disent non, un dernier pour la route, un dernier pour la route, un dernier pour la route. Non, il faut être vraiment ferme, il faut connaître ses limites. Maintenant, d'un autre côté, je pense que, je le dis souvent, mais des fois je choque, l'Africain ne comprend juste qu'une seule façon de marcher. Non. La rigueur. Non. Si. La rigueur. La rigueur, la censure. Okay. Sous d'autres cieux, on ne badine pas avec ça. Parce que quand tu es en état d'ébriété, tu ne maîtrises plus ton engin. Non seulement tu te mets en danger, tu mets ceux qui sont dans la voiture en danger, oui. tu mets les autres en danger. danger. Donc, il y a de ces pays où il n'y a pas de faveur. On ne badine pas avec. Dès qu'on vous arrête, vous êtes en état d'ébriété, d'abord suspension de permis. Sur un certain nombre une durée donnée, on bloque la voiture. Et vous êtes amendé. Non, pas amendé, vous avez une peine de prison. Voilà. Direct, automatiquement. Et je pense que si on arrive à mettre sur place ce genre de sanctions, l'Africain ou bien le Togolais va se mettre... Il y a des sanctions ici aussi. Non, oui, mais l'application, c'est l'application qui Exactement. n'est pas aussi rigoureuse. Pas un moment. Généralement, quand on arrête les gens, souvent c'est le vendredi soir, samedi. Vendredi, samedi, nuit. Et on donne le texte à souffler. Dès que c'est possible, on dit, bon, chef, on se retrouve... On fait quoi? Je ne l'ai pas dit. Hein. Non, mais on dit, chef, tu ne veux pas le dire. On dit, chef, c'est positif. On fait comment? On fait comment? Tu vois? Et puis la mandelle, c'est juste... Attendez. Luc, il faut dire la réalité. On dit c'est positif. Oui, mais on fait comment? C'est le monsieur qui conduit en état d'ébriété qui demande maintenant l'argent. On fait comment? L'argent demande. C'est ça à quoi tu as assisté. Luc, c'est ça. Ceux qui demandent à l'argent maintenant, on fait comment? L'argent ne voulant pas... Il y a la vérité puis il y a la réalité. Okay. La réalité, c'est l'argent qui te demande. Il est content que tu sois positif. Ok. Armel, pas à ce point quand même. Non, pas à ce point. J'ai eu plusieurs cas. Non, pas à ce point, Armel. Une anecdote. Je te dis, il est content parce que, au pire, quand on t'arrête, tu souffres, c'est négatif. Permis, tu as ton permis. Carte grise, tu as carte grise. Et assurance, des TVM, tout. Ça le frustre de savoir que tu es en règle, quoi. Non. Si. Maintenant, il se met à faire le tour, il guette si tu n'as pas, par hasard, une ampoule qui éclaire mal. C'est un truc, quoi. Okay. Un truc. Il dit que lui, il doit avoir sa part. Il dit, chef, au fait, on fait comment? Ce que Armel dit, attendez. Je ne généralise pas. Armel, je ne généralise pas. Ce que Armel dit, il y a forcément des éléments qui errent, des éléments aussi isolés qui posent de ces genres d'actes. Parce que moi, je suis un octambule. Pas tous. Oui, je suis un octambule. Non, mais dans ce que je fais, je rentre souvent tard. Je suis un octambule. Okay. Mais oui, bien sûr. Alors, quand tu reviens un peu tard, forcément, ils font la patrouille, ils t'interpellent. Dès que, moi, souvent, je traîne avec mon badge. Dès que je tends mon badge, je tends mes papiers et tout, c'est fini, on te laisse passer. Okay. Maintenant, il y en a qui peuvent blaguer, oh chef, il faut nous faire un peu de café ou il faut nous faire le café. Si tu as quelque chose, tu leur donnes. Ça, c'est amical, en fait. Ça, ce n'est pas de la corruption, c'est amical. C'est amical entre vous. Oui, mais quand c'est ce que Armel décrit. Oui, non, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il vérifie tout est en règle. D'accord? Tu veux partir, il y a un qui peut blaguer. Oh chef, fais-nous un café. Ça, c'est amical. Okay. Maintenant, on a compris, Luc. Ce qu'il dit aussi, ça existe. Okay. Il y a des éléments isolés qui le font également. Très bien. Mais c'est à nous, moi je dis, c'est à nous d'être en règle pour éviter tout ça. Tout faire pour être en règle. Quand tu es en règle, le monsieur te demande de faire un café, tu n'es pas obligé. Tu peux lui dire, ah ben désolé, je n'ai rien sur moi. Il ne peut pas t'interpeller pour cela. Du tout. Voilà. Oui. Sauf que souvent... Une anecdote, s'il te plaît.
Luc, il parle d'une façon, je parle d'une façon générale. Je ne dois pas... Il y a des brebis galeuses, c'est sûr. Mais je veux dire à Luc, il fut un jour, le gars a dit café, j'avais tous mes papiers. Hein. Il a dit café, je n'ai rien sur moi. Le gars, il a exigé que je lui fasse timoni. Tu avais plus que le café. Bon. Il a exigé que je lui fasse un timoni. Ah, là c'est grave. Voilà. Là c'est grave. Voilà. Le gars, il dit non, on doit le faire un timoni obligatoirement. Donc c'est vrai que de façon générale, tout se passe bien. Mais il y en a qui tendent à légitimer cela. Dès qu'on t'arrête, tu sais qu'il va te prendre 1 000 francs ou bien 2 000, quoi. Ok, oui. Ouais, justement, sur cet aspect, je pense que bon, la plupart, si on prend le côté alcotest, on se concentre juste dans la capitale. Il faut aussi essayer de voir un peu à l'intérieur du pays. Parce que vous allez aller à l'intérieur du pays, vous allez constater aussi ces comportements-là. Des gens conduisent en état d'ivresse. Et là, on n'a pas cet appareil. Voilà. Ce n'est pas respecté. Donc, je voudrais qu'on aille encore au-delà de... ici à la capitale... oui. Bon, ce n'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Et bon, puis, regardez un peu ce que quelqu'un peut créer comme voilà, dégâts sur la route en conduisant en état d'ivresse. Regardez cette vidéo. C'est sans trucage. Voilà, on l'a tournée. Regardez un peu. Voilà. Non, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Est-ce qu'il est saoul? Regarde. Ah, ok. Regarde la vidéo. Il n'est pas dans son état normal. Non, j'ai suivi ça la dernière fois quand même. Je vois. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Il faut serrer. Mon ami, tu dormais? Hein? Non, tu as bu, tu ne peux pas conduire. Tu as bu de l'alcool, il ne faut pas conduire, il faut garer. Hein, regarde, tu veux te tuer? Tu as bu de l'alcool, il ne faut pas conduire. Il a bu. Il a bu. Bien, Luc, oui, vous voyez un peu ce qui peut arriver. C'est triste de voir ces genres de situations et tout. Et je crois que ceux qui étaient derrière ont pris la peine de filmer, auraient pu peut-être l'aider. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? En klaxonnant. Attention. Non, en klaxonnant, pas le dépasser, mais en klaxonnant, peut-être que ça peut attirer son attention pour qu'il s'arrête, voir qu'est-ce qui se passe derrière. Puisqu'ils ont senti ça déjà. Voilà, sur des mètres avant que ça n'arrive. Non, en klaxonnant, peut-être que le monsieur pouvait s'arrêter. Et s'il s'arrêtait, effectivement, là, on pouvait l'aider s'il constate qu'il était en état d'ébriété ou il dormait. Parce que quand moi j'ai vu la vidéo, premièrement, je me suis dit, peut-être le gars dormait au volant. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qui a amené le... Bon, oui, Armel. Quand tu vois quelqu'un qui est en état d'ébriété, tu le klaxonnes, je ne sais pas ce qui va s'arrêter. Peut-être il va plus... accélérer. Mais bon, il fallait quand même essayer. Il fallait essayer. Bon, allez, très bien, monsieur Hervé Agbodo. Vous avez suivi un peu le débat. Vous avez aussi vu cette dernière image. Ça vous inspire quoi? Non, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Il nous manque quelque chose ici, l'autodiscipline. C'est ça qui nous manque. C'est pas seulement la boisson. Oui. Même quand vous arrêtez au feu rouge, tout le monde est arrêté. Quelqu'un qui, comme un fou, vous dépasse. Et il vient, il passe. Voilà. Lui, il est plus occupé que tout le monde. Ouais. Mais au feu rouge suivant, vous rattrapez la même personne. Ouais. Donc c'est l'autodiscipline, respecter les règles
la circulation, et ne pas boire, comme on l'a dit, c'est vrai. Il y a certains qui sont tentés de boire tout le temps. Ce n'est pas seulement le problème parfois quand vous allez en fête. C'est tout le monde qui boit tellement qu'on ne sait plus qui doit conseiller qui. Hervé me tend la perche. C'est comme, voilà, les policiers, nos policiers sur les routes sont chargés de nous contrôler. Voilà. Mais quand c'est le policier ou la policière qui est en état d'ivresse, qui contrôle qui? Bon, regardons cette vidéo. On a déjà assisté à ça. Oui, regardons un peu cette vidéo. Il a fumé. Ah, franchement. Il y a un nouvel Adama, Koto, Adama, bon, on a mis là, il pète les plans en France, c'est là. Il pète les plans, tu n'as pas idée. Et on dit combien de caméras? Voilà, très bien. Bon, là, je laisse Armel. Je dirais juste que c'est un pays de pagaille. Non, mais bon, assurez-vous, ce n'est pas ici. Hein, non, je pense que c'est au Nigeria. Oui, c'est au Nigeria. C'est triste. Normalement, eux, ils doivent, les forces de l'ordre de sécurité ou bien les policiers sont plus tenus à plus de discipline et de rigueur. Donc quand on croise un policier ou une policière dans cet état, c'est terrible. Il faut juste signaler et puis la personne subira la rigueur de la loi. Comment ça se passe même que déjà vous êtes au poste de travail et vous vous permettez de prendre de l'alcool jusqu'à ce point? Déjà, parce qu'à chaque poste, il y a quand même un chef de poste. Dès que vous sentez que peut-être votre agent est en état d'ivresse, il faut rapidement... C'est pas évident, Samuel. Tu sais très bien qu'il y a des agents, à un moment donné, ne sont pas positionnés forcément par leur chef. C'est un temps mort, il faut profiter, peut-être en roulant. Même quand tu es corps habillé, tu es en circulation et tu constates à un moment donné que dans la circulation, il y a une situation anormale. Tout de suite, tu sers et tu aides à décanter la circulation et tu continues. C'est comme ça aussi, il y a des éléments incontrôlés. À un moment donné, quand ils sentent que, OK, peut-être dans la poche, c'est un peu vide, ou c'est un endroit où on peut se faire un peu de jetons avant de continuer, tout de suite, ils serrent. Et ils érigent des barricades là-bas, genre non physiques, et ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils continuent. Mais quand on suit cette vidéo, on sent que la dame, elle est peut-être seule là-bas, il n'y a pas de chef. Et dans ce cas, il revient aux usagers ou aux citoyens de signaler cette personne, d'abord pour sa protection et ensuite pour la protection des usagers de la voie. Il faut terminer. Je vais juste poser une question à Samuel. Une question à Samuel. La plupart des policiers qui sont au niveau des carrefours et qui font la circulation, qu'est-ce qu'ils font entre midi et 2? La plupart servent dans un bar. Oui, Voilà. Donc si entre midi et 2, il est dans un bar. J'espère que tu as la preuve de ce que tu as. Ce n'est pas tous. Je précise. Parce que tu dis la plupart. Je précise. J'aurais aimé que tu me dises des éléments. C'est des éléments incontrôlés. Mais quand tu dis la plupart, non, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, je te le concède. Certains éléments le font. Imagine, entre midi et 2, il est assis sous un arbre, parce qu'il doit passer le temps. Entre midi et 2, il ne faut pas la circulation. Il prend une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières. Après la 5e bière, il est temps d'aller faire la circulation, il est en état d'ébriété. Mais qui signale rapidement qu'il n'est pas en état de travail, donc on le remplace. C'est pour dire que c'est des trucs des situations qui arrivent. Beaucoup situation anormale d'ailleurs. Merci à vous. Souffrez qu'on s'arrête là. Juste une transition et on revient. Merci à Samuel qui va laisser sa place à M. Agbetoglo Gilbert. Sur le plateau pour la suite de l'émission et maintenant nous recevons M. Agbetoglo Gilbert, responsable de stage à ISAGES. Ah oui, j'aime bien ça, vous êtes très chaud. Hein. Voilà, super. Bonsoir, monsieur Agbetoglo. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Super. ISAGES, c'est qui? D'accord. Effectivement, ISAGES, c'est qui? D'accord. Il faut dire que ISAGES, c'est un institut. Donc, c'est un institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de la gestion de santé.
Et c'est un institut qui forme en licence, en master et des formations à la carte. Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de la gestion, de santé. Très bien. Voilà. Oui, poursuivez. D'accord. Donc, je disais que l'ISAGES, c'est un institut qui forme en licence, en master, et on donne aussi des formations à la carte. Et nos diplômes sont, nos diplômes sont certifiés, nos diplômes sont reconnus par le CAMES. Et nous intervenons dans plusieurs domaines, et que je peux scinder en deux. Nous intervenons dans le domaine de la santé et dans le domaine des sciences économiques et de la gestion. Donc, dans le domaine de la santé, nous sommes dans le paramédical parce que le besoin se fait sentir sur le terrain. Il faut dire que les médecins ou les pharmaciens ils souffrent de manque de personnel. Ils ont besoin quand même de techniciens pour les accompagner. Ils ont besoin de ces techniciens avec qui collaborer. Et nous avons identifié ces domaines et nous avons mis sur pied des filières. Dans le domaine paramédical, nous avons l'orthopsie. Et ils ont pour vocation d'aider les ophtalmologues. Nous avons les auxiliaires en pharmacie, nous avons les agents de pharmacie, nous avons les délégués médicaux qui servent de pont entre les prescripteurs et les laboratoires pharmaceutiques. Et nous avons aussi les secrétaires médicaux. Et ça, c'est le domaine médical, le domaine paramédical. Et après, nous formons aussi, comme je le disais tout à l'heure, nous formons aussi dans les sciences économiques et de la gestion. Et là, nous avons des masters en gestion de projets et programmes, en suivi et évaluation de projets, des masters en gestion des collectivités locales et des masters en management des structures de santé. Voilà. Très bien. C'est vrai, vous voulez d'énumérer les filières dans lesquelles vous intervenez. Quels sont les débouchés que vous offrez concrètement à vos étudiants? D'accord. Comme je le disais tantôt, le besoin sur le terrain se fait sentir. Parce que déjà, quand on prend la santé, enfin, elle est très sélective. Les professionnels de la santé, tout le temps, on crie sur les médias, on manque cruellement de personnel de santé. Et nous formons des étudiants pour suppléer en réalité à ce manque. Et quand je prends la pharmacie, en pharmacie, généralement, on a besoin quand même de quelqu'un, habilité, quelqu'un qui soit capable de collaborer avec le pharmacien ou quelqu'un qui fasse office du pharmacien quand ce dernier n'est pas là. Et donc, ceux-là qui se font former ou qui suivent la formation en auxiliaire en pharmacie chez nous, ils finissent et ils travaillent dans des pharmacies. Et je donne un exemple. Les délégués médicaux, eux, généralement, ils ne finissent pas leur formation même avant que les laboratoires ne leur fassent la cour parce que le niveau de la formation est quand même... Le niveau est au rendez-vous. Et nos étudiants, l'année passée, il faut dire que 75% de nos étudiants ont trouvé du travail. Et parce que aussi, nous avons instauré une politique, nous avons des partenaires assez solides vers qui nous envoyons nos étudiants. Et ces partenaires-là, une fois que nos étudiants finissent leur formation quand même, ils sont embauchés. Très bien. Très bien. Et c'est quoi vos perspectives? D'accord. Donc, comme je le disais tantôt, nous envoyons nos étudiants en stage. Parce que l'étudiant doit quand même s'imprégner du milieu, du monde professionnel. Et ceci crée un réseau professionnel pour cet étudiant-là, faisant qu'à la fin de sa formation, l'étudiant ne chôme pas. Voilà. Donc, nous voulons beaucoup plus aussi mettre l'accent sur cet aspect-là de la chose, parce qu'il ne faut pas former pour former. Nombreux sont ces étudiants-là qui finissent leur formation et après, ils se retrouvent à la rue ou après, voilà, ils disent qu'ils ont leur licence ou leur master, mais ils conduisent des aides. Voilà. Donc, nous voulons beaucoup plus mettre l'accent sur ça dans l'avenir et nous voulons encore beaucoup plus nouer d'autres partenariats interuniversitaires et
sur le terrain aussi, le personnel manque dans certains domaines de la santé. Et en perspective, nous allons ouvrir ces filières-là pour les années à venir. Très bien. Isagès se trouve où? C'est quoi vos contacts pour ceux qui souhaitent continuer à s'informer? D'accord. Donc, Isagès se situe au niveau de Toti, à côté de la station Sanol. Okay. À côté de la station Sanol. Sans faire de la pub. Une double pub. Oui, bon. Voilà. Oui. Et pour les élèves qui nous suivent ou les parents d'élèves qui nous suivent, il faut juste aller sur le site isagestogo.com et là, toutes les informations y sont et vous serez satisfait. Super. Merci beaucoup. Monsieur Agmetoglo Gilbert, je rappelle, responsable des stages à Isagès, vous-même docteur en médecine. Merci d'être passé sur ce plateau et merci aussi à tous les étudiants d'Isagès qui sont là avec nous. Merci à vous. Et juste derrière, on va recevoir le grand réalisateur et producteur Steven Aff. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. By Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. À l'ère du numérique et du partage instantané de l'information, le marketing digital est aujourd'hui un moyen de communication essentiel pour les entreprises. Pour réussir, les plus belles marques font appel aux meilleurs experts de l'influence. Cela permet d'accroître leur notoriété, de développer leur communauté ou leur vente de manière massive. Faites du marketing digital un levier clé de développement pour votre entreprise. Contactez FG Influence plus 228 70 48 52 39. Bien, voilà, retour sur le plateau. En fait, de la télé 3.0 que vous pouvez également regarder sur nos différents comptes Facebook, Instagram. Il faut juste aller sur Mano Group. Voilà. Merci à tous et on reçoit maintenant Monsieur Amouzou Foligan alias Steven Aff, réalisateur et producteur. Bonsoir Steven Aff. Bonsoir Magloire. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est la grande forme, on va dire. Bon, par la grâce, on peut dire la grande forme, mais sur les faits, c'est fatigant. C'est fatigant. Oui, mais l'organisation. L'organisation, oui, bon. Dans la dernière ligne droite pour l'avant-première du film de Coup de grâce. Donc, ça va être stressant parce qu'après 3 ans de production, on s'apprête à montrer le film. Pas... Voilà. Et tu as une semaine. C'est pas... Voilà, je le disais tantôt, et bien on l'attendait. Maintenant, la date, elle est connue. Le 21 mai. Oui, l'avant-première. L'avant-première, à l'hôtel de février. Le coup de grâce. Le coup de grâce. Le coup de grâce. Bon, ce qu'on fait, on regarde la bande-annonce du film et on en parle. Oui. Très bien, on y va avec la bande-annonce. La cargaison est bien arrivée. J'ai eu confirmation de la livraison des mitrailleuses M240 et des M2 Browning. Tu peux d'ores et déjà aviser ton gars d'Interpol.
Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas. Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi, s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République de Zobeland. Je me suis battue toute ma vie pour ce fauteuil. Et ce n'est pas toi que j'ai élevé qui m'en empêchera. Tu ne vas pas oser. Touche seulement à un seul de leurs cheveux. Et tout le reste de ta vie, tu me trouveras sur ton chemin. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Que ce soit la sœur Grace ou le frère Édouard, le plus important est que ça soit nous. Une famille reste toujours une famille. MDA toujours au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Avec ou sans ton aide, je suis trouvé l'assassin de mon père. Le chemin de la vérité peut être parfois long, très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. Très bien. Le coup de grâce de Stephen Hough, une fiction politique, un film qui, en tout cas, vous avez réussi à réunir plusieurs acteurs. On a vu les grands noms du cinéma, les grandes figures du cinéma, j'allais dire, dans ce film. Déjà, comment vous avez eu une telle inspiration? Et puis, comment vous avez réussi à les mettre ensemble, tout ce qu'on a vu Bon, il faut dire, j'ai souvent, dans les annales du cinéma, on dit, pour faire un film, il faut un bon scénario. 2, il faut un bon scénario. Et 3, il faut un bon scénario. Mais je sais que pour vendre un bon film, il faut un bon acteur, un très bon acteur et un excellent acteur. Donc, sur le principe, quand tu as envie de faire un film comme Le Coup de grâce, qui est une fiction politique, un drame familial qui peut nous parler en tant qu'Africains, je dis que l'on soit à Conakry ou à Bujumbura, ou qu'on soit à Harare ou à Bangui, on peut s'approprier cette histoire qui est une incursion dans le réel. C'est de la fiction pure. Le film ne parle pas de X ou de Y, non, pas du tout. Mais pour que cette histoire puisse parler aux Africains et sa diaspora, en partant sur le principe que c'est du divertissement, mais tout en choisissant des thèmes sérieux qui peuvent faire de l'audience. Sur le cinéma, c'est ça aussi. Et puis surtout que... Est-ce qu'il y a des faits réels que vous avez essayé de relater dans... Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais j'ai toujours dit qu'on peut s'approprier l'histoire. C'est un reflet non édulcoré de la société africaine, mais il n'y a pas de faits réels. Mais je peux dire tout de suite que l'inspiration m'est venue d'un personnage dont je n'ai pas raconté l'histoire, de Grace Mugabe. Vous savez, à la chute de Robert Mugabe, je suivais l'actualité, je suivais les reportages sur les médias français, on parlait de etc. Et puis je comprenais que cette femme-là voulait le pouvoir. Elle voulait le pouvoir. Et quand Robert a démissionné, Robert Mugabe, c'est pas mon ami. Quand Mugabe a démissionné, je me disais, mais
si elle avait les moyens, elle pouvait prendre la place de son... Elle pouvait lui faire un coup d'état, parce que la façon dont c'est les reportages, hein, oui, la oui. femme, elle voulait le pouvoir. Elle pouvait faire un coup d'état à son mari. Après, plus tard, ça m'a inspiré un peu. Je travaillais sur un projet déjà initialement, et donc ça m'a inspiré. C'est venu renforcer un peu l'idée, et puis donc j'ai dit, je vais prendre cette ligne narrative, mais tout en parlant de cette femme, sachant quand même qu'en Afrique, quand on parle de politique, on parle des hommes. Oui. Mais derrière, il y a des femmes fortes, hein, il y a des femmes fortes, hein, pas seulement des femmes de président, mais il y a des politiciennes qui sont des animaux politiques. Donc du coup, après c'est un sujet de divertissement où les gens peuvent aimer le film. Mais dans les faits, l'histoire est purement fictive. Il y a pas de ressemblance avec des faits, il n'y a pas de ressemblance avec personne. Je pense que mais un politicien va aimer ce film. Okay. Vous voyez, quand vous voyez un peu un politicien... À vous entendre parler, à vous écouter, c'est comme si quelque part... bon, vous avez un peu peur. Non, mais je suis sérieux. Non, à quoi peur, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que... tu as peur de quoi, par exemple? Je sais pas, parce que à plusieurs reprises, vous avez répété. J'ai travaillé sur le projet pendant des années. Hein. Okay. Donc, pourquoi? En fait, en réalité, moi, je suis un auteur, je suis un créateur, je suis un cinéaste. Ça fait longtemps que j'ai fait du cinéma. J'ai fait Solim, j'ai fait Sherifa. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu fais un film sur la politique? Mais donc, tu voudrais que je fasse quoi? À Baloy, à Fivon, à l'école, il Non, on est habitué à ça. C'est un beau film que le Togolais, quel que soit son bord politique, quelle que soit sa personnalité, va aimer ce film. On va aimer le film. On va aimer le film, on est dans la fiction, mais on est dans le divertissement. Mais c'est surtout, vous avez posé la question pourquoi j'ai mis les gens, mais c'est les talents qu'on va apprécier. Même moi, en regardant ce film, j'ai de l'admiration pour les acteurs que j'ai mis. J'ai de l'admiration pour le grand fait King Mensah qui a accepté de faire de participer à ce film. Son jeu est formidable. Bruno Mensah qui est dans le film. Il y a un casting. Je profite. Ici, je suis au regret parce qu'on a perdu une immense acteur, icône du cinéma togolais, à qui on rend un hommage, on rend tout son hommage pour la postérité. C'est l'un de ses dernières apparitions au cinéma. Et c'est ça que les gens vont aimer. Les gens vont aimer ce casting, vont aimer les Togolais, les acteurs, des jeunes acteurs qui ont porté l'acteur principal, Vivien Tossou, la première dame. Tout ça, c'est du Togolais. C'est du made in Togo. Même si, pour renforcer, pour avoir une vitrine un peu plus sur l'extérieur, il y a Serge Henry du Burkina Faso, Michel Boiri de la Côte d'Ivoire, Nassou Touré de la Côte d'Ivoire et Aldo Bossou du Bénin, un peu pour renforcer, mais c'est un film togolais par les Togolais pour l'Afrique, en fait. Très bien. Luc? Luc? Oui, moi je voulais d'abord jeter des fleurs à Stephen Haff parce que la progression de l'homme est à féliciter. Moi je l'ai découvert d'abord à travers les clips vidéo de nos artistes. Il a commencé là. Et progressivement, il a su s'adapter, il a su évoluer professionnellement comme individuellement en tant qu'homme. Parce que quand je vois ces réalisations passées et je vois ces réalisations d'aujourd'hui, il y a plus de qualité. Tout à fait. Déjà par le passé, il y avait de la qualité, mais il a su évoluer, il a su performer pour créer davantage de qualité et changer de bord tout en étant toujours ou en restant toujours performant. Je tiens à lui jeter des fleurs pour cela. Et au-delà de ce travail, il fait partie de ces jeunes Togolais qui portent au haut le drapeau national à l'étranger, à l'international. Bravo à toi, continue dans ce sens. Merci. Par rapport au film, c'est vrai, quand on l'entend insister sur cette phase, la fameuse phrase qui dit « ce n'est pas inspiré d'une histoire africaine, ça n'attaque personne ». Moi, en tout cas, juste à regarder la bande d'annonce, je crois que c'est un film qui traduit les arcanes du pouvoir en Afrique. Ça ressort un peu les réalités, les faces cachées du pouvoir en Afrique. Et je crois que c'est ce qu'il veut sous-entendre en nous disant il n'est pas parti d'une histoire atypique, mais il généralise les faits pour nous dire ou pour nous montrer ce qui se fait dans les coulisses par rapport au pouvoir en Afrique. Et je crois que ça serait un très bon film. Et on se doit de se mobiliser pour soutenir d'abord le Made in Togo, soutenir le bon travail qui est fait et ensuite nous donner du plaisir. Très bien. Armel? Bon, moi, je ne le féliciterai pas parce que... C'est ton droit. Non, parce qu'il a fait
Juste Steven F. Point. Tout simplement. Tout simplement. Allez, très bien. Monsieur Hervé, comment vous appréciez? Vous avez vu la bande-annonce, la sortie c'est pour bientôt. On aura l'intégralité, on va dire, après le 21. Mais en attendant, comment vous appréciez le travail de l'artiste? En fait, on est même amis sur la page Facebook, donc on se connaît, ça fait un bout de temps. C'est vrai qu'on ne se fréquente pas, parce que moi j'ai travaillé longtemps dans le théâtre, et vous avez aussi flirté à un moment donné avec le théâtre, c'est vrai. Donc on se connaît, j'apprécie son travail, mais ce travail-là, c'est un travail XXL. Très bien. Et quand je vois... Et quand je vois le casting qui a tout ça, je dis, ah ouais, là c'est magnifique. Donc c'est ton travail qui te met en avant, donc continue. Je me souviens une fois, vous avez raconté votre histoire, comment vous êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui, comment vous avez commencé à Béningla Tour. Hein? Voilà. C'est très émouvant et c'est une histoire, chacun doit avoir une histoire dans la vie à raconter. Et je pense que ce film-là traduit votre histoire. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Donc la date, elle est connue le 21 mai. Le 21 mai à l'hôtel de février et le 28 mai au Grand Rex. Quelles sont les conditions d'accès? Oui, déjà, vous avez évoqué les tickets que vous avez commandés par vente. On propose 2 soirées. Oui. Et 2 soirées. Dans le 21 mai, c'est une avant-première, comme ça se fait dans le monde du cinéma, de la chic, strass et paillettes, et soirées cocktails. L'entrée, c'est à 20 000. Très bien. Et il faut juste que les gens appellent déjà le 90 02 83 63. 83 63. Le 90 02 83 63. Oui. Et le 99 43 57 77. Et déjà, moi-même, hein, si tu regardes la télé aujourd'hui, si tu regardes la télé aujourd'hui que tu m'appelles, même après l'émission, tu me dis, bon, la première c'est la nuit, que tu me dis, voilà, Steven Af, je vais prendre un billet, je te l'apporterai, Allez, donc, je rappelle les 2 contacts, le 90 02 83 63, le 99 43 57 77. Et au Grand Reste, c'est à 10 000. Oui, au Grand Rex, c'est à 10 000. Au Grand Reste, c'est à 10 000 et c'est le 28 et le 28 mai. Ok. On regarde le spot et puis on revient. L'ambition du pouvoir l'emporte sur les vœux sacrés. Dites à vos gardes d'éliminer immédiatement mon fils. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Découvrez Le Coup de Grâce. Un vrai meurtre à l'état sauvage. Le meurtrier ne lui a laissé aucune chance de survie. Un film de Steven Af au casting 5 étoiles. Laisse-moi te dire que tes menaces là me font ni chaud ni froid. En avant-première VIP, le 21 mai 2022 à 19h à l'hôtel de février. Soirée cocktail, tapis rouge, strass et paillettes. Entrée 20 000 francs. Ou soyez les privilégiés à la grande première, le 28 mai 2022 au Grand Rex de Lomé. Soirée classique, tapis rouge, entrée 10 000 francs. Le Coup de Grâce, un thriller politique captivant. C'est tout à notre avantage de l'arrêter immédiatement. Nous ne devons lui laisser aucune échappatoire. Un drame familial émouvant. Mais comment tonton Edouard doit s'opposer à maman? Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une lutte pour le pouvoir. Le cinéma togolais comme vous ne l'avez jamais vécu. Notre destin commun est en tes mains. L'avenir sera radieux. Rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de février et le 28 mai au Grand Rex. N'oublie pas ceci. Dans l'ordre naturel des choses, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Infoline et réservation 90 02 83 63 99 43 57 77. Donc 2 rendez-vous. 2 rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de février à 20 000 francs et le 28 mai au Grand Rex à 10 000 francs. Il reste une information importante. Okay. En fait, à l'hôtel de février, nous avons des places d'honneur. C'est-à-dire des places d'honneur qui sont devant, qui sont traitées différemment, toujours premium, et à 50 000. C'est-à-dire que, Magloire, tu as 50 000 francs. En fait, c'est symbolique aussi. Et les gens qui veulent nous soutenir, ils achètent une place d'honneur à 50 000. C'est comme les classes à faire, en fait. C'est-à-dire que tu es
tu es honoré. D'abord, tu as beaucoup de privilèges. Ouais. Et on a des surprises pour les gens qui vont acheter des places d'honneur à 50 000. C'est ceux qui veulent nous soutenir, qui aiment la jeunesse, qui aiment l'effort, qui veulent nous aider à faire de plus beaux films, des projets dans le futur. On a des histoires à raconter. Le Togo est regorgé d'histoires. Et donc, du coup... il faut des moyens. Il faut des moyens. Voilà, et donc, du coup, si les gens qui veulent nous aider, ils peuvent nous appeler pour nous aider. Très bien. Je prends les transferts d'argent. Il faut de l'argent. Actuellement, il nous faut de l'argent pour avancer. Et donc, les gens peuvent nous aider par tous les dons et tout ce qu'ils veulent nous donner. Mais, symboliquement aussi, vous achetez une place d'honneur à 50 000, vous avez des prestiges, mais au fond, c'est pour soutenir notre initiative. Même si on a plus, on peut... Voilà, oui, non, moi, si tu as 1 million, tu me donnes... Voilà. Allez, très bien. Vous restez avec nous, Steven Alf. Maintenant, on va parler sport, football surtout. Oui. Et entre le cinéma et le sport, est-ce que... Il n'y a qu'un pas. Ah bon, très bien. L'invité à présent. Voilà, on revient sur le plateau avec notre invité spécial, M. Hervé Agbodon, secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Rebonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, on va parler maintenant football, c'est votre matière, c'est votre domaine, on va dire. Et juste un rappel, le 6 mai dernier, la Fédération togolaise de football était en congrès ordinaire avec la présentation du rapport annuel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport, M. Hervé? Bon, disons que c'est un exercice que nous faisons chaque année. Hein. On se retrouve pour faire un peu le bilan de l'année. On parle un peu plus de saison entre deux championnats. Et se dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment reprendre la route et avancer. Donc, on invite à ce congrès-là tous nos membres affiliés, mais ayant droit de vote, parce qu'il y a des membres affiliés qui n'ont pas droit de vote. Ça dépend du degré de votre niveau dans le championnat. Les clubs de D1, de D2 sont des membres actifs qui participent au congrès, alors que les autres peuvent être invités sans droit de vote. Quand vous parlez des autres, vous faites allusion à qui? Donc, il y a des clubs qui vont évoluer, par exemple, en 3e division, même dans les districts, qui peuvent être des clubs affiliés, mais ne pas avoir de droit de vote. Donc, lors du congrès, on évoque toutes les questions inscrites à l'ordre du jour et on débatte et après, on prend des résolutions pour pouvoir avancer. Très bien. Comment le football togolais, dans son ensemble, se porte aujourd'hui? C'est vrai que là, on est dans la phase des playoffs au niveau de la première division, on est engagé sur d'autres fronts. Et dans l'ensemble, comment ce football se porte? C'est pas bien. On ne peut pas dire que nous nous portons très bien. Si on le dit, les résultats nous démentiront. Donc, autant dire, nous sommes en phase de construction toujours. Et là, le travail se fait pour faire en sorte qu'émerge un football de vitrine. Mais le travail doit se faire sur de longue durée, sur des années. Quand vous voyez l'équipe de France aujourd'hui, les joueurs qui évoluent en équipe de France ont commencé peut-être en U9, 10, 13, 14. Et on a pu évoluer à un moment donné ensemble. Ce que nous n'avons pas ici, par faute de moyens parfois, parce que tout cela demande un investissement lourd que nos fédérations n'arrivent pas à générer. Mais nous faisons la politique de nos moyens, c'est-à-dire trouver les ressources et évoluer par rapport à nos objectifs. Et comme tout Africain, notre premier objectif, c'est d'abord notre équipe nationale. Après, on pourra penser au football de base, mais quand le football national, l'équipe nationale marche, même si ce n'est pas souvent le cas, on pense que tout marche dans le pays. Mais ailleurs, on pense plutôt à la formation, à la base, bien sûr, avant de... Bien sûr. Mais si vous prenez une équipe nationale du Togo, s'il y a quelqu'un qui arrive aujourd'hui et dit « je vais faire la formation », on oublie l'équipe nationale A. 2 jours après, vous allez avoir, tout le monde doit dire, mais sortez, foutez-le dehors. Oui, mais parce que il faut construire, je suis d'accord. Mais si vous voulez construire, c'est en tombant, en se relevant, que vous allez pouvoir construire. Mais l'Africain... Mais on est tellement tombé. Hein? Non, mais c'est ça. Non, c'est trop facile de penser que, parce qu'on n'a pas connu de victoire pendant 3 ans. Oui, non, même plus. Voilà. Bon.
il faut avoir un objectif. C'est comme un plan. Vous devez avoir un plan et vous devez atteindre le plan. Votre objectif final, mais c'est de pouvoir jeter les bases, construire, ajouter les pierres aux pierres pour y arriver. Maintenant, si en chemin, tout le monde pense que on s'est dit c'est un projet de 5 ans et que déjà à 2 ans, si vous atteignez le résultat, c'est bon. Mais si vous n'atteignez pas les 2 ans, les résultats, il faut continuer par construire. Mais ce qui nous trompe très souvent, c'est la médiatisation à outrance des sports qui fait croire que nous pouvons être aujourd'hui au niveau des équipes comme des équipes nationales de France ou de l'équipe nationale. On aurait pu, hein? Non, dans les... Oui, on aurait pu. Au sortir de la Coupe du Monde, peut-être que si on avait continué sur la lancée, on serait à un niveau assez, bon, en tout cas nettement... C'est ce que j'allais dire. C'est bien vrai, mais prenez d'autres qui ont quand même fait plus d'efforts que nous, le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana a encore chuté. Oui. Non, c'est des exemples. On est en Afrique, d'abord. Prenons ce que nous pouvons faire. Ne nous comparons pas à la France, à l'Angleterre, etc. Mais prenons notre situation et mettons en place les stratégies qu'il faut faire pour développer le football. Très bien. Ce n'est pas aussi facile que ça. Pour le public, c'est bon. Et tant que ça marque des buts, c'est bon. Mais en réalité, rien n'est construit véritablement derrière. Et c'est ce travail qu'il faut faire d'abord. La base, mettre les infrastructures. Combien d'infrastructures nous avons au Togo? Et si on a des infrastructures, quelle est la qualité, quelle est la nature de ces infrastructures? Vous ne pouvez pas jouer sur du sable et aller titiller des gens qui jouent sur des gazons vraiment de haute qualité. Donc tout ça, là, ça doit se mettre en place petit à petit. Et cet effort-là, chaque fédération, pas seulement la fédération de football, que je représente d'ailleurs, mais toutes les fédérations le font à leur niveau. Même si ça ne se voit pas, mais je pense qu'il faut de l'encouragement, il faut un investissement pour que ce travail-là puisse porter son fruit. Il faut que ça soit visible maintenant. C'est important. Monsieur Hervé, je reviens donc sur le dernier congrès ordinaire du 6 qui retient notre attention aussi. C'est la validation de la création d'une ligue professionnelle du football togolais. Et pourquoi c'est maintenant que vous pensez à cette ligue professionnelle? Qu'est-ce qu'elle va changer? Bon, d'ailleurs, si vous prenez notre statut de football amateur, c'est un statut qui est trompeur. Parce que vous prenez ce statut de football amateur qui dit que les joueurs qui participent au championnat ne viennent pas plaisir. C'est-à-dire, tu quittes la maison avec tes chaussures, tu viens jouer le soir et tu rentres fatigué, tu dors le lendemain. Et tu vas à ton service et peut-être le soir, tu reviens. Maintenant, on a quitté ce statut-là depuis, même si c'est le vrai statut que nous avons. Les joueurs sont payés. Les joueurs de nos championnats sont payés. Le joueur le mieux payé du championnat togolais? Il y a des joueurs qui sont à 200, 300 000. Au Togo? Bien sûr. Et des joueurs qui sont à 25 000, 30 000, 50 000. Voilà. On est dans un championnat amateur. Donc l'amateur ne veut pas dire que vous devez travailler pour y gagner de la vie. L'amateur qui joue un championnat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est obligé de se consacrer au foot minimum 3 ou 4 fois par semaine. Et il doit être toujours présent chaque week-end pour jouer le championnat. Et à des moments donnés, il doit être présent au beau milieu de la semaine. Quel travailleur ou quel employeur peut laisser son employé aller comme ça, jouer tout le temps comme il veut? À un moment donné, c'est un championnat amateur, oui, mais ça occupe plus que ceux qui sont dans le professionnel. Voilà, quelque part on se rejoint, parce que vous m'avez un peu devancé. J'ai tout à l'heure dit, j'ai tout à l'heure dit ici. J'ai tout à l'heure dit que le statut amateur n'est qu'un statut de façade. En réalité, on fait du professionnel déjà. Quand vous payez des joueurs à 100 000 francs, 200 000 francs, même que ce soit en D1 ou en D2, là, vous faites du championnat professionnel. Parce que les contrats que les joueurs signent, c'est des contrats professionnels. Parce qu'au niveau de la FIFA, on définit le joueur amateur comme le joueur qui est payé pour les frais de déplacement. Rien que pour les frais de déplacement. Mais un joueur qui signe un contrat de travail et qui est payé à la fin du mois, pour ce travail-là, n'est plus un joueur amateur, un joueur professionnel dans un championnat amateur. Donc il faut faire évoluer à un moment donné le statut pour être au même niveau, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des clubs. Donc d'où l'idée d'aller au professionnel. Très bien. Donc pour aller au professionnel, ça demande aussi beaucoup de moyens. Il faut mettre un processus en place. Donc on en parle depuis une dizaine d'années. Mais c'est cette année que, bon, pas cette année, mais l'année dernière que Madame le ministre a beaucoup insisté. Très bien. Et
en faisant d'abord revoir le test, la charte des activités physiques et sportives, qui nous a permis aujourd'hui d'inscrire le football professionnel comme une des alternatives. Avant, vous pouvez prendre nos tests, les lois, il n'y a rien, il n'y a aucune trace sur le football professionnel. Donc, vous ne pouvez pas aller sans test. Donc, on a attendu le bon moment, et comme vous demandez pourquoi maintenant, c'est parce que c'est maintenant qu'on a eu le cadre législatif et réglementaire, ce qui nous permet aussi de hausser un peu le ton. Sans cela, vous pouvez le faire, mais à vase clos. Maintenant, on a le droit de parler du football professionnel, de mettre en place les structures, la procédure qu'il faut pour pouvoir, d'ici un an, comment ça se dessine, et commencer par jouer notre championnat professionnel. Super. Très bien. Oui, Armel? Oui, j'ai une question. Vous aviez parlé de... Heureusement, c'est une. Vous aviez parlé d'infrastructure. Quand on sait que pour vraiment professionnaliser le championnat, il faut des stades qui sont aux normes de la FIFA, de la CAF. Mais non seulement cela, il faut des infrastructures pour la détection des jeunes talents, leur suivi, évolution, même pour les équipes, pour les A et les B. Maintenant que nous, au Togo, on n'a jamais les moyens, on n'a jamais les moyens. Qu'est-ce que non. Au Togo, on n'a jamais, non, quand même. Non, c'est une expression. On dit toujours, OK, il y a un problème d'infrastructure, mais on n'a pas encore les moyens. Si vous n'avez pas réalisé un super film, il n'a pas les moyens. Bon, ça c'est dit. Non. Ça c'est dit Armel. Bon, donc ça passe. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, côté infrastructure, qu'est-ce que la FTF est en train de préconiser pour développer tout cela? Parce que nous on a besoin de stades et de moyens. Et elle va trouver les moyens où? Bon. Non, en fait, le premier rôle de la fédération n'est pas de construire des infrastructures. C'est de faire le football sur des infrastructures qui existent. Oui, mais ça incombe à qui là? C'est à l'État. Ah, la ministre était assise sur ce fauteuil. On lui a posé la même question? L'État, oui, mais les clubs ne sont pas exclus non plus. Laissez-moi venir. Vous êtes trop pressé. L'État... Dites-moi, en tant que service public, le sport qui appartient à l'État, c'est l'État qui délègue aux fédérations le pouvoir d'organiser les disciplines à sa place. Donc c'est à l'État d'apporter quand même le minimum vital à ces fédérations-là, y compris les infrastructures, y compris les moyens financiers. Quitte aux fédérations de fructifier, de pouvoir travailler là-dessus. Donc, comme on le dit, nous, à la fédération, on a déjà posé 3 pelouses synthétiques qui nous ont coûté 1 milliard. Sur le terrain d'Atapamé, de Sokone et de Kara. Et cet argent-là aurait pu servir à créer une école de football de base. Mais c'est parce qu'on manque de stade pour pouvoir faire au moins le championnat qu'on a pris cet argent-là pour aller mettre en place les infrastructures qui coûtent extrêmement cher. Donc, la fédération joue son rôle avec le peu de moyens qu'elle a. Et ces moyens, souvent, la plus grosse partie viennent des subventions de la FIFA. Donc, mais il va falloir qu'au niveau de l'État, qu'on arrive aussi, par exemple, dans les régions, à avoir un terrain aux normes. On a commencé, mais on n'a pas réussi à faire toute l'infrastructure. On n'a fait que la pelouse. Il reste maintenant peut-être les tribunes aux normes, et puis les vestiaires, etc. Et puis, ça permet aux supporters qui viennent au terrain d'avoir une expérience de vécu sur le terrain. Mais si c'est tout juste pour se mettre debout, pour regarder un match de football, vous n'avez aucune expérience. C'est des trucs qu'il faut améliorer. Donc, petit à petit, mais vous savez, comme on le dit, on ne va pas tout construire en un seul jour au Togo. Il y a tellement de priorités au Togo qu'il faut aller pas à pas. Et je pense que la décision de la ministre est une bonne décision de commencer quelque part et pour commencer par régulariser une situation qui a trop perduré. Et je pense que c'est à cœur jour d'ailleurs que nous y sommes lancés parce que quelque part aussi, ça va lever une épine du pied de la fédération. S'il y a déjà une ligue qui s'occupe du football professionnel, la fédération va s'occuper plus du football amateur. Donc on va aller plus développer les championnats dans les ligues, dans les districts et mettre en place des structures de formation des jeunes. Et ce que nous faisons actuellement d'ailleurs, on a un projet qui est pour mettre en place un centre technique à Bagbé qui va nous coûter à peu près aussi 2 milliards. Donc, mais on va le faire par étapes, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir toute la subvention pour réaliser ce centre-là sur un temps record. Donc on va aller mollo, d'abord construire les infrastructures de logement, avoir 2 terrains dedans, une piscine, un restaurant,
et quelques parquets de loisirs pour commencer. Maintenant, l'espace est assez grand pour pouvoir après ajouter d'autres projets pour en faire après peut-être notre grand centre. Notre grand centre de formation ou de perfectionnement, comme on va l'appeler. Comme on va dire à l'image de Clairefontaine. Voilà, à nous, disons à nous. Notre Clairefontaine. Voilà, parce que là, c'est autre chose. Oui. Vous prenez le Real de Madrid a plus de 17 terrains d'entraînement. 17 terrains d'entraînement. Vous voyez. Donc, ça, c'est un club. Justement, par rapport aux infrastructures, si tu permets, c'est vrai, le rôle revient à l'État, mais quand on dépose tout ou on met tout sur le dos de l'État, je me dis, dans une région ou dans une localité où il y a déjà 3 clubs, l'État construit un stade. Quel est le rôle des clubs exactement? Est-ce qu'il n'est pas temps que les clubs soient érigés en clubs entreprises? Que les clubs soient en mesure d'aller chercher des partenariats privés pour leur permettre de réaliser des infrastructures, des infrastructures, d'être autonomes et de ne plus payer les 25 000 francs, comme on dit, aux joueurs par mois. Je pense que c'est le problème en fait, le projet de la professionnalisation, ça vise également à régler ces problèmes-là. Vous ne pouvez pas demander à un club amateur d'aller chercher de l'argent pour réaliser un stade sans bénéfice. Parce que les clubs actuellement sont sous la loi de 1901. Vous faites le club, mais vous ne pouvez pas, c'est à but non lucratif. Mais comment vous voulez que des gens investissent de l'argent dans de tels projets et ne pas avoir de retour? Donc pendant longtemps, ils ne pouvaient pas. Même s'il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne le feront jamais. Parce que si vous le faites, on va vous applaudir. Pas de retour sur investissement. Mais demain, peut-être que c'est votre famille qui va trinquer. Déjà, quand vous prévoyez les présidents de club aujourd'hui, il y en a qui démissionnent. Parce qu'à un moment donné, à la maison, ça chauffe. Vous n'avez pas de vie quand vous faites un club aujourd'hui au Togo. Vous êtes obligé de dépenser, mais vous n'avez pas le retour. Il n'y a pas le retour, Parce qu'on ne parle que du championnat amateur, mais en réalité, c'est un championnat professionnel, où vous dépensez plus que les clubs professionnels. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas interdit aux clubs de construire les stades. Mais lorsque les clubs qui vont jouer la Ligue auront leur société sportive, ils vendront les actions, les gens viendront avec un objectif précis de développer le club, mais aussi de se faire un peu de l'argent. Donc ça permettrait d'avoir une autre vision sur le sport. Ce ne serait pas facile, parce que tel qu'on le dit, les gens pensent que ce sera facile. Ce ne sera pas facile, parce que les premières, disons, les 3-4 premières saisons du championnat professionnel, ça va être vraiment dur. Même si l'État apporte son soutien aux fédérations pour pouvoir gérer les clubs, à un moment donné, il va falloir que le championnat professionnel s'autofinance. Et il faut se tourner vers les sociétés de la place. Aujourd'hui, combien de sociétés de la place financent les activités sportives? Bon, peut-être qu'on va vous donner 200, 300 000, mais ça ne ferait jamais assez d'argent pour pouvoir entreprendre de vrais projets. Donc, tout ça, là, c'est une réflexion qu'il faut mener. Et on a le temps, 1 an et demi, pour pouvoir mener la réflexion, et mettre tout en place. Trouver le cadre juste de notre professionnalisation. Parce qu'on ne va pas faire une professionnalisation pour ressembler à la Ligue 1. D'accord. On va échouer. Ni au Bénin, on va échouer. Donc il faut trouver un cadre qui nous permette, nous aussi, avec les moyens que nous avons, de faire quelque chose tout en ressemblant aux autres. Très bien. La finalité, c'est d'avoir des joueurs qui sont en compétition et qui ont quand même la qualité. Et quand nous sortons aussi au niveau de l'équipe nationale, d'avoir une vitrine qui nous représente vraiment. Très bien. On va avancer, on le sait, dans quelques semaines déjà. Les éperviers dames vont représenter le Togo à la CAN féminine de football. Ce sera au Maroc. Quelles sont les chances du Togo dans cette compétition, M. Hervé? Et quand vous voyez le groupe, c'est un groupe assez corsé pour le Togo. Vous avez le Cameroun, qui a au moins 4 finales dans les jambes, même si elle ne les a pas gagnées. Il y a la Zambie, qui aussi a participé, je pense, à un quart de finale. Et puis, il y a la Tunisie. La Tunisie, qui est comme le Togo, mais un peu plus bien développé, parce que c'est un pays du Maghreb, donc la Tunisie met beaucoup de moyens dans son sport. Ce qui fait que, bon, même si le football féminin n'est pas développé dans ces pays-là, depuis un certain moment, ces pays aussi ont appris à se comporter comme de grandes nations au niveau du football féminin. Donc, disons que nous sommes le petit poussé de ce groupe-là. Et comme on le dit souvent, dans ces cadres, c'est d'abord d'aller apprendre.
Oui, mais ça pourrait faire rire, mais je pense que c'est la réalité. Il ne faut pas se dire que nous allons gagner la Coupe. Ah oui, non. Voilà, donc voilà. Et quand vous voyez le championnat camerounais, les dames, vous vous dites que non, que nous on est en apprentissage. Donc, l'important pour nous, pour le moment, c'est d'avoir cette qualification qui montre l'autre visage du football féminin, qui se développe petit à petit chez nous, qui va nous permettre dans les années à venir d'avoir un peu plus de licenciés au niveau des dames et de commencer par construire quelque chose de plus robuste. Mais cette compétition, nous l'apprenons comme elle est venue, aller apprendre, se frotter aux grandes nations et apprendre, etc. Maintenant, le résultat, tout dépendra du terrain. Tout à fait. Vous pouvez avoir une équipe forte qui s'étiole le jour, là, et une équipe faible qui l'emporte. Très bien. Donc, c'est des situations qui peuvent arriver, mais il ne faut pas trop aussi de faire d'illusions que nous allons gagner la Coupe. Si on le gagne, je serai le plus heureux. C'est tout. Mais, comme on le dit souvent, l'optimiste est un pessimiste averti. Très bien. Voilà. Et d'une compétition à une autre, à part les dames, les hommes aussi, c'est désormais qu'on connaît notre groupe. Parlant donc des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, les Swatini, qu'on connaît très bien, et puis le Cap-Vert. Oui, on peut? Oui, là on peut, parce que c'est un groupe. C'est un groupe qui est quand même, à part peut-être le Burkina qui était sur la dernière compétition, face au travail qui a été fait par le coach par le Douaté ces derniers temps, on peut se dire que nous pouvons quand même sortir de ce groupe-là. Pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir la meilleure organisation, parce que c'est là où ça va se jouer. C'est la meilleure organisation. Oui, voilà. Donc, c'est de travailler sur ça et mettre les joueurs dans les conditions pour pouvoir réussir quelque chose. Le calendrier fait de telle sorte qu'on peut se dire aujourd'hui que bon, ça nous est aussi un peu favorable. Avec la réception de Swatini d'abord à domicile. À domicile et la sortie. Et puis après, on va jouer le Cap vers... au Maroc? Oui, à Marrakech. Est-ce un avantage? Disons oui, mais quand vous venez jouer, pour vous jouer à l'absence de votre public, c'est aussi un avantage. Maintenant, ça peut être aussi, pour l'autre équipe, ça peut être aussi un élément, un relan galvanisant. On s'est dit que non, on va jouer pour notre public qui n'est pas avec nous. Donc voilà, donc disons que tel que ça a été tiré, on peut tomber mieux, mais bon, disons que ça va, on ne se plaint pas trop, on aurait pu tomber, on connaît pire que ça. Voilà. Très bien. Alors, Luc, oui, peut-être la dernière. La dernière. Vous parlez d'organisation. Concrètement, qu'est-ce qui est fait pour mettre à l'aise d'abord les éperviers dames et ensuite les éperviers hommes pour que, c'est vrai, on dit on va apprendre. Par rapport aux éperviers dames, on va apprendre, oui, mais ça ne... ça ne nous empêche pas de titiller... D'aller créer la surprise. D'aller créer la surprise ou de titiller ces grandes nations, les mettre en difficulté. Quelles sont les conditions créées autour de ces deux sélections pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain? Bon, les conditions, c'est d'abord dans l'organisation des staffs. Aujourd'hui, on a des staffs qui sont représentatifs, qui font du bon boulot. Ce qu'on n'a toujours pas eu avant, même si on l'avait déjà connu avec Claude Leroy, on avait déjà un bon staff. Mais là, ce n'est pas les résultats qui n'ont pas suivi. On avait un bon staff? On avait un bon staff. Mais avec Claude Leroy? Oui, on avait un bon staff. Ce n'est pas le staff qui fait directement le résultat, c'est les joueurs. Mais le staff apporte son grain de sel à ce que ça soit. Mais on n'a pas changé de joueur. On n'a pas composé avec les mêmes joueurs. Le résultat a changé. Donc, quelque part, il y avait un souci au niveau du staff. Non, ne dites pas ça. Peut-être que de loin, vous le pensiez comme ça. Mais nous qui sommes dedans tous les jours, il y a quand même un travail qui a été fait. Et si vous prenez 90% des joueurs qui avaient joué avec Claude, ce n'est pas les mêmes joueurs. Peut-être il y a un ou deux qui ont joué constamment, mais la plupart, c'est des joueurs qui ont été laissés. Oui, justement, pourquoi? D'autres ont refusé la sélection. Une équipe nationale, c'est d'abord une sélection. Et la sélection, ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs du moment. C'est le coach qui cherche à créer quelque chose sur le terrain.
Et il peut ne pas, à un moment donné, choisir un joueur sur lequel nous, on peut miser. Peut-être qu'il faisait un mauvais casting, justement. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, voilà. On dit le coach est mauvais. Donc voilà, à peu près. Moi, je viens de sortir d'une réunion au ministère des Sports. C'est pourquoi je suis un peu en retard. Où on parlait de l'organisation de la phase finale au niveau des dames. Donc, il y a du travail qui se fait derrière pour pouvoir mettre les dames dans les conditions. Et, bon, elles ne demandent pas beaucoup de choses. Donc, c'est d'abord les équipements, et le site sur lequel on va être logé. Et voilà, prendre des dispositions pour ne pas avoir des problèmes de primes. Ça, c'est très important. Non, la prime, depuis 5-10 ans, on n'a plus trop de soucis. On n'a plus ces problèmes de primes là. Donc, les problèmes de primes sont, disons, ont été à partie réglés. Maintenant, c'est de faire en sorte qu'au niveau du groupe, qu'il y ait du travail. Mais malheureusement, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on ne peut pas changer les joueurs. Voilà, donc il faut plutôt les former. Parce que les joueurs que nous avons aujourd'hui produiront que les résultats que nous avons. Mais si on a d'autres qualités de joueurs, ils produiront un autre résultat. On a connu des Bayor, vous avez vu les résultats. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. On a aussi la différence entre les résultats. Donc ça va comme ça, mais il faut toujours préparer. C'est ce que nous n'avons pas toujours fait, c'est-à-dire préparer des joueurs pour prendre la relève quand les cadres partent. Donc voilà. Donc c'est un travail qu'il faut faire, mais bon, disons que ça va prendre. Et dans l'ensemble, aujourd'hui, il y a quand même une confiance. Il y a beaucoup de même sur l'équipe, ce qui fait que, bon, on espère qu'on sera à la CAN. Très bien. En Côte d'Ivoire. Très bien. Peut-être on va terminer par là. Quand on voit l'effectif de Paulo Duarte aujourd'hui, surtout quand on jette un regard sur le dernier stage en Turquie, avec cet effectif, il y a quand même une grosse concurrence. Hein. C'est quoi la place des locaux dans cette équipe nationale aujourd'hui? Dites-nous. Heureusement, l'équipe nationale, ce n'est pas la place qui compte, c'est la qualité que vous produisez. C'est-à-dire, on laisse les joueurs, entre eux, on voit un peu ce qu'ils produisent sur le terrain et on prend les meilleurs. Donc, le coach décide en dernier ressort de qui choisir. S'il trouve qu'il faut faire de la place aux locaux, d'ailleurs qui ont maintenant une compétition locale, taillée à leur mesure. Donc, l'équipe nationale, elle essaie d'abord aux joueurs qu'on estime qu'ils excellent dans leur club. Donc, si un joueur qui évolue au Togo excelle bien dans son club et qu'il peut dépasser en attaque, par exemple, un joueur qui excelle en Europe, je ne vois pas pourquoi le coach ne va pas le mettre. Mais c'est difficile, compte tenu de tout ce qu'on avait évoqué avant par rapport au championnat et puis à l'état de nos infrastructures. Mais les coachs ont toujours eu, pour encourager les locaux, à les appeler en équipe nationale, parfois pas pour aller jouer, mais pour aller apprendre. Parce que c'est aussi le vécu en équipe nationale est peu différent de ce que nous connaissons dans les clubs. Et ça s'apprend. Si vous n'y avez jamais frotté, vraiment, vous ne pouvez pas savoir que même quand vous arrivez, vous pouvez être le plus turbulent. Mais vous arrivez devant des gens qui sont là, qui calent, qui vous regardent, qui vous apprennent aussi leur vécu. Ça s'apprend. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire un peu le tour. J'ai été chargé de communication de l'équipe nationale. De l'intérieur, j'ai vécu tout ça là en 2013, quand le Burkina nous avait battus en quart de finale. En quart de finale, oui. Donc, voilà. En Afrique du Sud. Donc, voilà, c'était quand même l'une de nos plus belles CAN. Tout à fait. Malheureusement, bon, on n'avait pas su conclure parce que nous avons quand même l'effectif en ce moment-là. Et il y avait de la place. De pouvoir même gagner cette compétition-là. Bon, n'empêche que ça reviendra. Très bien. Merci beaucoup. Un mot de la fin pour conclure cet entretien. Vous remercier pour l'invitation. Ça m'a permis de rencontrer mes collègues qui aiment... En réalité, je suis aussi journaliste. On ne le dit pas très souvent, mais de vous rencontrer, peut-être que souvent il y a des a priori qu'on n'arrive pas à vider parce qu'on a une idée sur la chose, on se dit que c'est ça. Mais quand on s'assoit et on commence par s'expliquer un peu, chacun apporte un grain de sel et on arrive à se comprendre, se dire, ok, voilà, ils ont des problèmes ici, voilà. Il y a des gens qui ne savent jamais que même l'État doit accompagner les fédérations. Tout à fait. Il faut que ça soit dit, pour que ça soit entendu. Donc voilà, je pense que c'est un cadre idéal pour pouvoir échanger. On a échangé, même si
Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui brûlent les lèvres, qu'on ne pourra pas... Mais faute de temps, on ne pourra pas, voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Hervé Avedon. Je rappelle, secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Donc, le coup de grâce, le 21 mai à l'hôtel de février, l'entrée à 20 000 francs et le 28 mai au Grand Rex à 10 000 francs l'entrée. Merci beaucoup à vous aussi, 7Up, d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Armel, merci. Luc, merci beaucoup. Merci aussi à Samuel et merci à l'ensemble de l'équipe, à tous nos soldats. Hein, voilà. Ils se reconnaissent. Merci aussi à vous, chers amis de Isages. Merci d'être passés voilà, dans ce studio. Merci d'avoir assisté à l'émission. Vous applaudissez. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, merci. On arrive donc au terme de cette émission. Le prochain rendez-vous, dimanche prochain, voilà, pour un nouveau numéro. Mais déjà, pour la rediffusion, rendez-vous vendredi à 14h10. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller sur Facebook, Instagram ou YouTube, Manon Group, pour revivre cette émission. Allez, bonsoir.